Bonjour à tous, voici les titres de votre journal. Le Conseil des ministres tient pour la première fois à Bobo-Dioulasso. Présent donc dans la ville de Sia, le président du Faso et son premier ministre ont accordé des audiences à plusieurs personnalités. Ils ont placé leur argent dans une caisse d'épargne privée dans le quartier Tanguin à Ouagadougou et depuis décembre, ils ne savent plus à quel sein se vouer pour retirer leurs économies. La raison, c'est que la responsable de la structure a pris la poudre d'escampette. Et puis, les chrétiens catholiques entrent aujourd'hui dans leur période de carême. Ils ont 40 jours pour se tourner davantage vers Dieu dans la prière, le jeûne et le partage. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience de l'exécutif burkinabé qui séjourne en ce moment à Bobo-Dioulasso. Le chef de l'État et le premier ont reçu les représentants des différentes confessions religieuses de Bobo-Dioulasso. Avec eux, Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida ont parlé. Ils ont dit merci pour l'accueil dont ils ont fait l'objet. L'archevêque de Bobo-Dioulasso donne plus de précisions sur le contenu des échanges. Monseigneur Paul Ouedraogo est au micro de Ernest Kambiri. Ils tenaient aussi à venir pour cette mission. C'est l'occasion pour eux, c'était de venir saluer les gens de Bobo, de venir leur dire merci et aussi de leur dire qu'ils comptent sur les populations de Bobo pour soutenir la transition et montrer surtout aux populations aussi que Bobo a de l'importance pour eux. Et donc, ils ont délocalisé même le Conseil des ministres dans la zone pour avoir l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, de visiter également un certain nombre de sites. Bon, bien sûr, la transition, elle est courte, ils n'ont que 8 mois, mais ils espèrent quand même pouvoir faire le maximum et redonner un peu confiance et beaucoup d'espérance aux gens de Bobo. Mais nous, à notre tour, on leur a dit que notre prière et nos bénédictions les accompagnent pour que leur séjour à Bobo se déroule très bien, que leur travail soit fécond et qu'ils puissent réellement rencontrer les populations. Cette initiative, on en est heureux et je pense que ce que les gens veulent surtout sentir, c'est de sentir cette proximité, j'allais dire, de ceux qui nous gouvernent. Mais je pense qu'à ce niveau, l'initiative qu'ils viennent de prendre, elle est une très bonne initiative. Revenons à Ouagadougou où deux structures sont allées solliciter l'appui du président du Conseil national de la transition pour la réalisation de leur projet. Il s'agit de la Chambre nationale des huissiers de justice et de la section Burkina de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Les premiers ont parlé du projet de loi régissant le corps d'huissiers de justice et les seconds ont présenté leur initiative d'appui aux réformes politiques en cours au Burkina Faso. Voici l'économie de ces deux audiences avec Nathalie Sawadgo. Avec l'évolution de la profession des huissiers de justice du monde, les textes de loi ne répondent plus aux attentes des huissiers. C'est pourquoi la présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice du Burkina et ses collaborateurs sont venus rencontrer le président du Conseil national de transition pour solliciter le soutien de sa structure à l'examen et l'adoption du projet de loi qui devra régir le corps des huissiers. Il s'agit de la loi portant réglementation de la profession d'huissier de justice au Burkina Faso. Donc vous savez que nous sommes régis par un texte de loi qui aujourd'hui ne répond plus à ce qui est, notamment avec l'évolution qu'a connue cette profession. Nous avons dans le projet de loi intégré les nouvelles donnes, notamment déjà le point régissant l'ordre des huissiers de justice, parce que notre ordre aujourd'hui fonctionne de fait. Il n'est pas reconnu dans un texte de loi, ce qui est un gros handicap pour vraiment mettre de l'ordre dans notre profession. La deuxième personnalité à être reçue est le médiateur national de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, ARGA. L'Alliance a, dans le cadre du processus de transition, initié un forum multi-acteurs. Un forum qui se veut être un espace inclusif de dialogue et de propositions
pour un changement dans la gestion des affaires publiques au niveau local et national. Nous avons une démarche particulière en termes de construction de propositions sur les questions de gouvernance. C'est cette démarche-là que nous sommes en train de mettre en œuvre, effectivement, à travers la collecte des paroles et des expériences des acteurs, que ce soit des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, que ce soit les coutumiers ou les religieux, pour faire en sorte qu'on ait le point de vue de Burkinabé par rapport à tout ce qui constitue comme enjeu majeur de gouvernance et quels peuvent être, si on a les enjeux, quels peuvent être les défis à relever, les propositions à faire, de sorte à ce que ça soit concrétisé comme réforme. Le forum multi-acteurs est prévu se tenir dans ce mois de février. Il a pour thème transition politique et transformation sociale, politique et économique au Burkina Faso, contribution pour un processus inclusif de refondation de l'État post-insurrection. Ce jour est particulier pour les chrétiens catholiques puisque c'est le mercredi des cendres. Ce jour marque le début de la période de carême et aujourd'hui, l'on se bouscule pour prendre les cendres dans les églises du monde. Et ces cendres-là symbolisent la volonté de chacun de se convertir. Paul David Bambara et Marguerite Douanieu étaient tôt ce matin à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou et voici le reportage. Un geste d'humiliation devant Dieu et qui appelle à la conversion des cœurs, c'est tout le sens de la cendre que les fidèles catholiques de la paroisse cathédrale de Ouagadougou reçoivent très tôt ce matin à la chapelle de Bethléem. Le mercredi des cendres marque le début du temps de carême pour les catholiques, une période très importante dans la religion chrétienne. C'est le temps le plus important pour se convertir, pour marcher avec Jésus, à la suite de Jésus et s'approcher davantage de Dieu. Les fidèles catholiques vont pendant 40 jours entretenir un cœur à cœur avec Dieu à travers aumônes, prières et jeûnes. Des prescriptions qui, au-delà des privations et des épreuves, sont un appel à tourner son regard vers Dieu. Recevoir la cendre veut dire que je reconnais que je suis pécheur et je m'humilie devant le Seigneur. Voilà. Alors, et c'est un signe d'humilité. Je m'humilie devant le Seigneur en prenant les cendres. Et comme je reconnais que je suis pécheur, eh bien, je vais travailler durant le temps de carême à me convertir. C'est-à-dire à m'éloigner davantage du péché, à combattre mes mauvais penchants, mes mauvaises habitudes, pour plaire davantage au Seigneur. Changer, c'est ce qui est demandé aux chrétiens durant le temps de carême. Un changement dans les habitudes et dans la manière de vivre pour être plus proche de son prochain et de Dieu, et chaque fidèle entame ce temps de pénitence avec des convictions et des résolutions profondes. C'est le temps de la purification. Donc il y a des prescriptions dans ce carême chrétien, mais il y a aussi ce qu'on appelle la liberté. On ne peut pas, ce n'est pas une restriction avec des lois rigoureuses. Il y a quelques prescriptions seulement qui sont faites le mercredi des cendres et le premier vendredi saint. Donc, pour les chrétiens, ce n'est pas seulement appliquer la loi, mais c'est vivre soi-même, en son fort intérieur, ce que nous donne, ce que nous dicte la vie avec Dieu. J'ai pris la ferme résolution d'aider mon prochain, de pardonner ceux qui m'ont offensé le plus en cette année, l'année 2014 surtout, et cette année qui débute. La cendre que l'on reçoit ce jour vient des rameaux, de la fête des rameaux de l'année dernière qui ont été brûlés. La cendre rappelle aux chrétiens qu'il est poussière. Son imposition est donc indispensable pour le fidèle catholique dans sa quête d'une conversion durant le temps de carême. Bon carême donc aux fidèles catholiques. Cap à présent sur la région des Cascades qui a reçu la visite d'une délégation de l'Union pour le progrès et le changement. Le président de l'UPC et certains membres de son bureau politique national se sont rendus dans plusieurs localités. Partout, le message était le même. Il faut rester mobilisé pour gagner les prochaines échéances électorales. Draman Kabouri.
Après les changements politiques intervenus au Burkina en fin octobre 2014, au cours desquels l'Union pour le progrès et le changement a joué un rôle déterminant, il était de bon ton que les présidents de l'UPC et les premiers responsables du parti viennent remercier les militants à la base, en particulier ceux des Cascades qui, dès les premières heures de la création du parti à l'effigie du lion, lui ont porté leur confiance en élisant aux élections couplées de 2012 un député maire à Oueleni, 39 conseillers dans les communes de la Léraba et de la Komoé. Zéphirin Diabré tenait à saluer l'engagement de ces militants des Cascades et surtout leur rappeler les enjeux des futures batailles à venir. Les membres fondateurs de l'UPC se sont réunis pour mettre le parti sur les pieds baptismaux. C'est changer. Dans ce combat-là, il y a eu plusieurs combats. Il y a eu un combat contre la mise en place du Sénat. Nous nous sommes levés avec les autres camarades des autres partis politiques pour empêcher, parce que si on avait réussi à mettre en place le Sénat, ça allait bloquer le changement. Dieu nous a aidés. Ensuite, un deuxième combat est venu contre la révision de l'article 37 de la Constitution. Là encore, c'était un combat pour le changement. On s'est levé, on s'est battu et avec la main de Dieu, on a réussi un an d'avance. Les élections couplées, la présidentielle et les législatives d'octobre prochain devraient être la consolidation du changement prôné depuis la création de l'UPC en mars 2010. En ligne de mire, la conquête du pouvoir d'État, la détention de la carte d'électeur est le seul moyen pour y parvenir. Le président national du parti au cours des échanges a pour cela invité les militants et sympathisants du parti à se faire enrôler lors du recensement biométrique qui vient de démarrer pour s'achever le 20 avril prochain. Quand on va commencer l'opération de distribution des actes de naissance et l'opération de distribution des cartes d'électeurs, là, il faut que chacun s'organise pour prendre une journée et se consacrer, passer de porte en porte, appeler les camarades, les militaires et les sympathisants et les inciter à aller s'inscrire. Dirigeants du comité de base, représentants des sections et sous-sections, responsables de jeunes et de femmes ont tour à tour réaffirmé leur attachement au programme du parti. Ils ont manifesté leur détermination à porter haut le flambeau du parti lors des échéances électorales du 11 octobre 2015. Je demande à toutes les femmes de porter l'information aux autres femmes de leur localité. Je leur demande d'abandonner toutes les activités pendant la distribution des cartes d'électeurs et de sortir pour retirer la leur. Une fois au pouvoir, l'UPC entend se pencher sur les préoccupations des populations des Cascades. Il s'agit notamment de la pauvreté des femmes en milieu rural, le chômage des jeunes, le développement des infrastructures routières et scolaires. Je voulais annoncer un titre. Les épargnants de la caisse Nabon-Souindé à Ouagadougou sont désespérés. La raison, c'est que la structure a fermé depuis décembre 2014 et depuis, les hommes et les femmes qui y entreposaient leurs économies ne savent plus vers qui se tourner pour faire face au quotidien. Les clients de cette caisse étaient hier en sitting dans la cour de la caisse à Ouagadougou. Le point avec Bouma Ernest Nébié et Jacques Lamissa Tarpaga. C'est la fermeture de cette caisse qui est à l'origine de ce sitting au quartier Tanguin de Ouagadougou. Une fermeture intervenue depuis le mois de décembre 2014 dans la clandestinité selon ses clients. La caisse a vachement fermé, nous ne sommes pas où sont les responsables et nous ne sommes pas informés à temps de la fermeture de la caisse. Et nous qui avions épargné, justement tu pars pour chercher ton argent, tu vois que la caisse est fermée. Et puis d'autres ont des cautions financières et aussi d'autres nous ont fait comprendre que avant qu'ils ferment en décembre 2014, si tu partais pour déposer de l'argent, qu'il n'y avait pas de problème, il y avait la connexion toujours pour déposer. Mais pour retirer, on te disait qu'il n'y a pas de connexion. Les manifestants disent ne pas comprendre ce divorce brutal, eux qui n'ont plus accès à leur argent pour mener leurs activités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, une caisse qui est contrôlée par l'État peut se fermer sans déclaration de faillite, encore moins informer même aux membres que la caisse a un problème. À plusieurs reprises, moi personnellement, j'ai été là-bas. Et ce qu'on me dit que non, ils ont eu à faire une audit et qu'il n'y a pas eu de problème de gestion. Sans problème de gestion, une caisse se ferme. La question qu'on se pose maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'arnaque ou bien c'est quoi? Je suis dans la caisse depuis 2003. Je suis commerçante. Depuis fin octobre, je ne peux plus aller au marché. Je suis à la maison calée. Je ne peux plus sortir même dehors. Parce que mes enfants sont là. Il n'y a même pas à manger.
Si un enfant est malade, même, je n'ai rien, même 5 francs, je n'ai rien pour soigner mes enfants. Donc je suis dans les difficultés comme ça. Selon eux, ce sit-in fait suite à une série de démarches entreprises auprès de la justice et du Trésor public pour comprendre les raisons d'un tel fait et solliciter auprès d'eux de l'aide. Ces démarches sont restées vaines. Quand le problème se posait, beaucoup se sont rendus dans les gendarmeries pour convoquer la dame, mais paraît-il qu'elle ne se présentait pas. Et à un certain moment donné, on a transféré le dossier à la justice. Nous sommes allés voir le procureur et puis il a donné une instruction, en tout cas, et puis les gens partent s'inscrire. Nous avons été aussi au Trésor public pour voir le DG. Bon, il est sorti nous donner un message réellement qui n'est pas satisfaisant puisqu'il nous fait comprendre que les fonds de la caisse ne se trouvent pas au trésor là-bas. Les clients de la caisse de microfinance ne savent plus à quel saint se vouer. Ils demandent aux chefs de l'État et aux personnes de bonne volonté de leur apporter de l'aide. À la Loterie nationale burkinabé, il y a eu passation de service. Lucien Karama, qui a remplacé Amélie Tamboura à la direction générale de la LONABé, a officiellement pris fonction hier. Le nouveau directeur général a promis de donner le meilleur de lui-même dans cette tâche. Abdelaziz Yaguibou. Après un parcours qui aura duré 3 ans et demi, la directrice générale sortante de la Loterie nationale burkinabé, Amélie Tamboura, passe le relais à Lucien Karama. Nommé par le Conseil des ministres du 14 janvier dernier, c'est cet inspecteur du Trésor qui doit poursuivre la course vers une LONABé qui participe davantage au développement socio-économique du pays. Mission que Lucien Karama entend réussir avec la détermination et le concours de tous ses collaborateurs. Je pense que la directrice sortante a battu un travail monstre qu'il faudra que nous consolidions et peut-être apporter notre touche aussi. Mais on ne peut pas le faire sans l'aide du personnel. Le personnel, c'est la matière première. Donc, il nous faut nous unir, former un bloc et puis relever les défis. Le nouveau directeur général de la LONABé succède ainsi à une compétence qui aura travaillé à mieux recentrer la LONABé sur sa mission première, celle consistant à mobiliser des recettes au profit du budget de l'État. Sous la direction d'Amélie Tamboura, le chiffre d'affaires de cette société d'État est allé crescendo. Grâce à notre mobilisation et malgré les conditions difficiles, le chiffre d'affaires, comme le disait tantôt le secrétaire général, est passé de 43 milliards environ en 2010 à 83 milliards estimés en 2014, soit une augmentation annuelle sur les 4 ans de 18% en valeur relative et de 10 milliards chaque année en valeur absolue. La structure financière saine de la société a permis d'accroître sensiblement les interventions en faveur des secteurs sociaux jugés vitaux pour notre pays. Je parle la conscience tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Le meilleur est à venir pour la LONABé, vœu de la directrice générale sortante. Amélie Tamboura, dont le souhait est que le slogan de la LONABé, les lots aux zéro gagnants, les bénéfices à la nation entière, retentissent plus fort et plus loin. Ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram intéresse les journaux burkinabés. Les quotidiens de ce 18 février ont analysé la situation, mais l'actualité dont beaucoup parlent, c'est la grève des syndicats. La revue de presse est signée Jacques Lavissa Tarpaga. Les syndicats burkinabés sont en grève. Les quotidiens en font un large écho dans leur parution du jour. Baisse du prix des hydrocarbures, début de 48 heures de grève de sommation, nous dit aujourd'hui au Faso. Le journal s'est rendu au quartier général des syndicats à l'éducation ouvrière, où il nous fait remarquer qu'après le sit-in au ministère de l'Industrie, le ton est monté d'un cran. Les syndicats réclament une baisse du prix de l'essence de 150 francs et s'il y a un déficit à la Sonabi, cela n'est pas la faute du consommateur, propos repris par le quotidien. Et justement, le quotidien rapporte l'ambiance de la grève dans les différents services. Paralysé au lycée Nelson Mandela, ambiance morose au ministère de l'économie et des finances ou encore service minimum à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, peut-on lire dans les colonnes du journal.
Le quotidien d'État citoyen enfile les mêmes souliers pour nous rendre compte du suivi de la grève à Ouagadougou. Le journal de tous les Burkinabés constate une paralysie dans des lycées et un service minimum à Yalgado. Du même coup, Citoyen nous informe que les médias publics ont fonctionné. Un tour dans les rédactions permet à notre confrère de l'affirmer. Pour terminer sur ce sujet, le pays, lui, s'intéresse à ces propos du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs. Nous ne demandons pas l'impossible au gouvernement. Bassolma Bazier fait la démonstration qu'une diminution du prix du carburant de 150 francs est possible. L'observateur Palga, lui, a choisi de nous transporter dans les sillages fort sinueux du groupe Boko Haram. Le journal, dans sa réflexion, met en parallèle les 50 milliards de francs CFA promis à Idriss Déby du Tchad et Paul Biya du Cameroun pour éradiquer Boko Haram et la marche des Nigériens pour soutenir leur armée engagée dans la lutte contre Boko Haram. Seul bémol, relève notre confrère, des manœuvres politiciennes ne sont jamais loin de telles réactions généralisées, surtout lorsque les manifs prennent des allures de campagne électorale, comme ce fut le cas à Niamey. Il conclut en nous apprenant que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens bien. Le centre de la réflexion de Aujourd'hui au Faso se fixe également sur Boko Haram. Le quotidien se demande si la mobilisation, notamment des fonds et la marche au Niger, inquiète la secte sanguinaire. Les Nigériens auront donc compris que face aux flammes dévorantes qui embrasent la brousse, les lions et les gazelles oublient leur nature originelle pour se fondre dans un môle commun, la défense de la survie. Et au Niger, il s'agit de l'intégrité du territoire et de la liberté de vivre sans violence, comme pour rappeler que l'union fait la force en référence aux heurts entre musulmans et chrétiens récemment au Niger. Pour finir, revenons au quotidien d'État avec ce fait divers. C'est l'histoire de Bourema Sankara qui se fait fusiller à mort en voulant tester son WAC, son talisman contre les balles des armes à feu, écrit Sidoya. Dans un registre familier mais sur un ton sérieux, le journal nous décrit l'action. Bourema Sankara s'est rendu à Soa dans le Boulkemde pour bouffer du WAC anti-fusil auprès de son homonyme Bourema Ouedraogo, traduit praticien. Après s'être imbibé de ce WAC, place au test. Le coup tiré ne lui laisse aucune chance. Certainement que le fusil était lui aussi imbibé d'un WAC anti-WAC. Voilà, bonne lecture à ceux qui auront envie de feuilleter les quotidiens pour mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est tout pour cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.